Pour moi, le féminisme, c'est les combats du passé, justement, des femmes. J'ai vu des définitions et des définitions de ce terme-là. C'est défense de droits, accès à l'égalité, etc. Le féminisme, pour moi, c'est une question d'équité. Si moi, je pense à féministe, je pense automatiquement à féminisme intersectionnel parce que ça implique plusieurs facteurs. La possibilité d'unir nos luttes aussi, parce qu'il y a la lutte féministe, il y a les luttes écologiques, il y a les luttes des personnes de SLGBTQIA+, les personnes BIPOC. Je pense que pour moi, ce serait un mouvement social fait pour tout le monde, que tout le monde peut adopter, qui vise d'atteindre une égalité des sexes et des genres. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses parce que je suis une fille, mais j'aime pas qu'on m'impose des choses, point. C'est-tu parce que je suis une fille que j'aime pas ça qu'on m'impose des affaires? Le fameux suffixe ISTE ou ISME amène toujours une position, pas nécessairement de radicalisme, mais on prend une position. Il n'y a pas de place à la neutralité. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. L'énoncé me fait réagir parce qu'il y a toute la discussion qu'on pourrait avoir juste sur c'est quoi un comportement masculin. Donc déjà, je trouve que... Déjà, moi, je frise un petit peu en dedans, là. Je regarde les commentaires que j'ai reçus dans ma vie professionnelle puis dans ma vie personnelle. Puis souvent, on me disait « t'es dur ». T'es comme un gars, tu sais, toi, on sait bien, tu sais, t'es comme ça. Mais je suis qui je suis. Puis il y a des fois que ça me fatiguait d'entendre qu'on me comparait à des gars pour ça, parce que je me disais, ben, je suis une fille, tu sais, je suis bien comme en étant une fille, mais j'agis comme ça. Pourquoi j'agis comme ça? Fouille-moi, pourquoi j'agis comme ça? Pour avoir certains travails, il faut avoir certaines attitudes et aptitudes en lien avec ce travail-là, mais qui n'ont rien à voir nécessairement avec notre sexe. On va beaucoup avoir l'image du leadership au masculin avec le sergent ou le général en question, etc. Mais je pense qu'on commence à avoir de plus en plus de formes de leadership, de leader, de meneur, qui présentent d'autres modèles aussi aux gens. C'est que oui, j'étais d'accord, mais j'ai été tenté quasiment de me mettre comme ça quand j'ai voté tantôt. Pour la simple et unique raison que je me suis dit, c'est pas un absolu, là. C'est aussi ce qui a été socialisé hommes puis femmes au niveau des comportements, tu sais. Fait que, je veux dire, souvent on entend, bon, les hommes sont forts, les hommes, ils ont la drive, les hommes, ils ont du caractère, ils peuvent parler fort pour s'exprimer, pour donner leur opinion, tandis que souvent, les femmes, il faut qu'ils soient un petit peu plus effacées. S'ils s'énervent, ben justement, là, c'est reproché. Fait que dans des milieux, justement, quand on parle de milieux de pouvoir, on peut parler de politique, on peut parler, tu sais, ben souvent, on va voir des femmes adopter ce genre de comportement-là, je trouve, qui a été socialisé comme des comportements masculins. Mais à la base, est-ce que c'est des comportements masculins? Ça, c'est une autre question. Puis après ça amène cet aspect-là d'imitation, je trouve. Si je veux accéder, oui, à ces postes-là ou à ces privilèges-là, il faut que j'agisse comme ça. Quand on voit des femmes au pouvoir, ou tu sais, je pense à plein de films que j'ai vus, là, des grands films hollywoodiens où les femmes au pouvoir, justement, tu sais, sont dépeintes souvent comme des femmes qui punchent beaucoup, tu sais, des femmes qui ont justement de la drive, comme tu disais, des femmes qui vont pousser. Mais c'est pas obligé d'être ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des hommes de talent moyen, souvent, qui sont promus à des hautes fonctions. On en a peut-être quelques-uns en tête en ce moment. Alors qu'il y a des femmes qui ont
un bagage incroyable, puis qui doivent comme tellement trimer dur pour arriver à ces positions-là, qui portent tellement de charges aussi, les charges mentales, les charges familiales, poids de ce qu'elles doivent, de ce qu'elles ont dû traverser pour se rendre dans ces positions-là qu'on voit pas, ou souvent qui étaient, parce qu'elles sont tellement, elles sont critiquées souvent, elles sont, les médias et tout sont vraiment plus critiques envers les femmes de pouvoir qu'envers les hommes. Là. Je trouve que ça montre justement là, comment le pensée masculiniste et tout ça est tellement encore empreinte dans tous ces milieux-là. Et pour être considéré comme un bon leader, il faut que tu adoptes certains comportements. Mais encore une fois, là, si tu es leader, t'es pas assez féminine. Mais si t'es trop féminine, t'es pas assez leader. Puis c'est des critiques que j'entends aussi, là. Mais je remarque que souvent, les femmes qui sont plus prises au sérieux sont celles qui vont un peu laisser de côté leur féminité pour pencher vers des comportements plus directs. T'sais, moi, juste pour vous donner une idée, là, j'ai été socialisée femme toute ma vie, pendant 40 ans. Je suis une personne non-binaire, je fais une transition. Là, je suis perçue comme un homme. Je le vois tellement, la différence, là. Notre rapport, comment on... C'est comme si on oubliait que devant nous, on avait un être humain en premier. Moi, je suis la même personne, là. Mais les gens, ils ne s'adressent pas à moi de la même façon qu'ils s'adressaient à moi quand j'étais perçue comme une femme. Mais pourtant, je suis la même personne, donc mes comportements, moi, ils n'ont pas changé. Non. Avant, tu avais gars-fille, tu avais homosexuel. Tu sais, je veux dire, ça semblait plus simple. Mais à cause qu'il y a ces catégories différentes qui n'arrêtent pas d'apparaître, moi, j'ai de la misère à suivre ça parce que ça va bien trop vite. Puis le langage qui est utilisé pour décrire les différentes catégories, je me perds complètement. Ça existe depuis toujours, c'est juste qu'on n'avait pas les mots. On n'avait pas les mots pour le dire. Oui. Donc, de dire homme, femme, ça, c'est des catégories. Ça en est des catégories. Tout à fait. Et c'est des catégories qui sont limitantes. Donc, c'est comme si t'es soit là ou t'es soit là. Tu peux pas être ailleurs. Ça, c'est extrêmement limitant, c'est extrêmement anxiogène. C'est pour dire, si moi, je suis pas un homme, si moi, je suis pas une femme, c'est pas comme ça que je suis. Puis c'est pas nécessairement tout le temps comme un choix. Il y a toutes sortes de raisons. Mais c'est à l'intérieur de moi, je rentre pas là-dedans, puis je rentre pas là-dedans. Où c'est que je me mets? Fait que c'est pour ça qu'il faut nommer ça. Bien, peut-être que ces mots-là, ces catégories-là, ils seront plus nécessaires. C'est juste que là, ils sont nécessaires parce que, je veux dire, pour reconnaître l'identité de quelqu'un, là, il faut être capable de le nommer pour sentir que tu existes. Puis je comprends qu'on veut pas blesser les gens, mais pourquoi on s'adresse pas aux gens comme des humains aussi? T'sais, bonjour. On n'est pas obligé de dire monsieur, madame, dans le sens qu'on peut juste dire bonjour. Parce que c'est comme s'il fallait mettre une étiquette, parce que si on dit monsieur, donc c'est comme ça que je vais agir avec cette personne-là. Si on dit madame, c'est comme ça que je vais agir avec cette personne-là. Mais on agit pourquoi on n'agirait pas de la même façon? Mon père, il chialait parce que le gazon n'était pas coupé, puis quand est-ce qu'il était pour faire ça? Parce qu'il travaillait. Ma mère était à la maison. Moi, j'avais 16 ans. Mais je vais le couper, le gazon. Bien, voyons donc. Une fille, elle va pas couper le gazon. Une autre fois, peut-être dans la même époque, « Oh, j'aimerais donc ça que ton père m'arrange le miroir. » Bien, pourquoi qu'on l'arrange pas? Ben non, c'est bien trop pesant. Je pense que c'est des choses vécues, des expériences vécues, pas à grande échelle de salaire ou quelque chose comme ça, mais des choses très concrètes qui ont rapidement fait que je me suis dit, non, moi, c'est pas vrai que je vais attendre un homme à la maison pour qu'il fasse des affaires. En plus, c'était même pas une question de philosophie, c'est parce que je comprenais pas la logique derrière ça. Tu sais, une question quand même qui est intéressante. On en regarde dans une famille typique, on va parler d'une famille 3-4 enfants, tout ça, 2-3 enfants, où il y a, mettons, des frères plus vieux, une jeune puis une sœur plus jeune. J'ai remarqué que la plupart des femmes qui viennent de milieux qui ont des frères aînés, tu sais, qui ont été plus tough, un peu plus rough, etc., ce sont des femmes qui se sont faites à quelque part une carapace. Une espèce de carapace. C'était une espèce de capacité de dire, bien, écoute, je suis capable de jouer au même titre qu'on regarde des garçons, les plus jeunes qui ont été élevés avec des sœurs plus vieilles. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais en maison de jeunes. Donc, nos jeunes filles qui venaient avec des frères plus vieux, on les spottait facilement. On les voyait facilement. Et nos gars, qui étaient, mettons, des bébés de famille avec des sœurs plus vieilles, on voyait aussi la différence du comportement. C'est comme si le garçon devenait comment je faisais la poupée des grandes sœurs.
Hein, il n'y avait pas juste la mère, il y avait la mère de 18 ans, la mère de 17 ans, la mère de 16 ans. Tu sais, je me suis mis neutre parce que je pense que c'est quelque chose qu'on transmet beaucoup aux femmes, là, cette volonté-là de procréer. Puis je veux dire, dans toute l'ère de la colonisation, puis tout, ça a été ça sur quoi on a fait du point, ça a été enfanter. Puis, ben depuis tout petite, en fait, les réflexions sur le fait d'avoir des enfants, sur si j'ai envie d'enfanter ou pas, c'est là, jouer au papa, à la maman depuis qu'on est petit, toutes ces choses-là, ces mini-actions-là qui vont faire réfléchir des jeunes filles, des jeunes personnes sur s'ils ont envie ou pas de fonder une famille. Ça s'installe très tôt. Puis très tôt, j'ai commencé à entendre « Ah, là, tu sais, quand tu vas avoir des enfants, ah, puis là, tu sais, puis c'est même pas... » Parfois, c'était même pas sous forme de questions. C'était même pas, tu sais, veux-tu avoir des enfants? C'était quand tu vas avoir des enfants. Pour les personnes qui n'en ont pas encore ou qui en veulent pas encore, tu es sûr que tu vas pas le regretter. Fait que c'est tout le temps ce discours-là ambiant qui est là encore. Une femme doit avoir des enfants pour s'accomplir, tu sais, puis que si elle en a pas, ben elle va sûrement le regretter. Ma fille qui a 30 ans, elle commence à stresser parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle dit « Je sais que je suis pas prête, mais c'est parce que je vieillis. » Et puis là, je suis là, mais t'es pas obligée d'avoir... C'est moi qui lui dis « Mais il y a rien qui t'oblige d'avoir des enfants. » Je suis comme « C'est quoi cette espèce de... » Puis ça me fait de la peine de voir qu'elle vit comme un genre de pression parce qu'elle vieillit. Je pense que ça l'a fait un tollé récemment là, des personnes avec un utérus qui nommaient regretter non pas leurs enfants, mais regretter la maternité, la parentalité, parce que c'est une charge, c'est une double charge. Souvent, bon, on est sur le marché du travail, on s'occupe des enfants. Puis dans mon cas, mon partenaire est très ouvert, mais il y a quand même toute une charge que je sais que je porte, que mon partenaire portera jamais, par exemple. Réfléchir à comment se développe mon enfant, est-ce qu'il va avoir besoin de tel ou tel autre service. C'est pas quelque chose que mon partenaire est socialisé à avoir appris d'aucune façon. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie des combats, tu sais. Tu sais, si on regarde dans tout le vivant, toutes les espèces vivantes qui existent sur cette planète-là, ils ont un but, un seul et unique but, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Quasiment le seul et unique but, c'est manger, dormir, procréer et recommencer. On n'y échappe pas, nous autres aussi. On est rendu à 8 milliards d'individus sur la planète. C'est pas parce qu'on est allé avec une question de libre choix. Tu sais, ça s'est développé. Maintenant, aujourd'hui, oui, il y a cette pression-là, hein, quand on parle de la fameuse expression d'horloge biologique, etc. Est-ce que la femme est obligée? Non. Ça, OK, on s'entend que d'affirmer de qu'est-ce qui va arriver avec mon corps, de qu'est-ce que je vais faire avec mon corps, si je vais avoir des enfants ou non, ça, c'est la prérogative des femmes. J'aurais tendance à dire oui, mais en même temps, tu sais, il y a comme une partie des codes qui sont tellement intégrés que, à quelque part, on vit avec. De dire qu'on est victime, non. De dire qu'on subit, oui. J'ai de la misère avec le fait de concevoir que dans le patriarcat, il y a des hommes qui peuvent être, dans mon idée stéréotypée de la chose, qu'il y a des hommes qui puissent être victimes de ça. Mais je pense que si on prend le problème plus large, le patriarcat, c'est pas quelque chose qui est perpétué par tous les hommes et par toutes les personnes. Puis je pense qu'il faut intégrer de la nuance là-dedans. Puis aussi le fait que le patriarcat vient mettre de la pression sur les hommes, oui, ça je le reconnais, par rapport à comment ils expriment leurs émotions, par rapport à comment est-ce qu'ils s'expriment en tant qu'homme, en tant que personne dans la société. C'est une question que j'ai comme réfléchi quand même assez longtemps. Est-ce que les hommes sont victimes si on l'utilise dans la définition de c'est quoi une victime? Mais c'est encore dans l'idée de la pression au niveau des comportements, la pression qui est mise au niveau de l'attitude. Le patriarcat a un impact sur la façon d'agir ou d'interagir. Mais c'est vrai que le mot victime on peut se questionner à ce niveau-là. Oui, les hommes sont victimes du patriarcat, mais ils sont aussi... le patriarcat les amène à être plus haut aussi, là, accepter pour les hommes de reconnaître qu'ils sont victimes du patriarcat, c'est aussi accepter de
de plus avoir les pleins pouvoirs, d'accepter de partager aussi, là. Que c'est aussi confrontant, de perdre des privilèges. Clairement. T'sais, mais quand on parle de féminisme, on dit égalité, mais c'est plus l'équité. Je veux dire, l'équité, c'est pas nécessairement de donner la même chose à tout le monde, c'est de donner ce que les gens n'ont pas pour rétablir quelque chose qui est inégal. Ouais. Ben, les hommes ont vraiment, en général, beaucoup plus de privilèges. Donc oui, ce serait d'en avoir moins, puis que les femmes en aient plus. Puis là, on arrive à quelque chose qui fait plus de sens. Mais c'est confrontant là, quand d'avoir vécu dans des choses, d'avoir des trucs acquis, que tu prends pour acquis, puis là, tout d'un coup, de plus les avoir. Hein, c'est injuste, injuste. Non, l'injustice n'est pas là. L'injustice, c'est qu'il y a des gens à côté qui n'en ont jamais eu de ces privilèges-là. Puis je me retrouve dans une position un peu privilégiée que je veux pas. Et moi, je le sais, ça. Fait que ce qui est important, c'est dans ton comportement, puis d'être un allié. Quand j'entends le mot privilège masculin, etc., je comprends pas à quoi vous faites allusion. Dans les années 80-90, on a vu apparaître un programme qui s'appelait Chapeau les filles. C'était pour inciter les filles à aller vers les métiers non traditionnels féminins. Pourquoi on n'a pas fait le chapeau les garçons en même temps? T'sais, pour inciter les garçons à aller vers des métiers non traditionnels masculins. On les a pas fait, ça. On l'a pas fait, ça. C'est qui fait aujourd'hui qu'on va dire que, mettons, dans le milieu de la construction, ben c'est encore à 85-90 d'hommes. Puis dans le milieu de l'éducation, on est encore 85 mais on n'a pas mis de programme en place. On le voit encore aujourd'hui dans les programmes scolaires. 60 des décrocheurs sont 60-80 des décrocheurs sont des jeunes garçons. Quand on parle de dire qu'il faudrait mettre en mesure des places pour favoriser la réussite des garçons à l'école, il n'y en a pas. Il n'y a pas de programme qui se fait. Bien, pour moi, le terme équité, il n'y en a pas d'équité là, à ce moment-là. Je comprends que ces programmes-là sont apparus et qu'ils étaient nécessaires pour favoriser l'accès à l'éducation supérieure pour les filles. Ça, là, je le comprends, je suis parfaitement d'accord. Mais quand on fait un constat, etc., puis qu'on s'aperçoit que la moitié de la population n'a pas accès à des services qui pourraient leur permettre de s'épanouir eux autres aussi, puis qu'on leur dit non, là, moi, j'accroche pas. Là, je trouve que c'est pas équitable. C'est qu'il y a un retour du balancier, d'une certaine façon. Je veux dire, dans tous les domaines, les hommes ont eu aucun problème de travailler dans n'importe quel domaine. Puis si tu regardes au niveau de la majorité des domaines, au niveau du même poste, l'homme est payé plus cher que la femme. C'est comme ça. Je l'invente pas. C'est vrai. Moi, j'ai connu des gars et je trouvais ça triste qu'ils auraient aimé ça, mettons, aller travailler dans une garderie. Mais ils n'osaient pas trop parce que, bon, là, il y a toute la peur d'être pédophile, il y a tout ci, il y a tout ça, puis c'est pas une job qui a été considérée masculine non plus. Il y a des gars qui se sont empêchés, que j'ai connus, mais c'est sûr, je suis plus vieille aussi, d'aller vers certains domaines parce que ça se faisait, tu sais, c'était plus pour les femmes et tout ça. Je regarde mon fils qui a quoi, là? Il n'a pas encore 40 ans. Quand il étudiait, lui, il voulait être infirmier. Mais combien de personnes m'ont demandé, es-tu gay, ton gars? Puis je dis, pourquoi il étudie pour être infirmier? Puis j'étais là. C'est quoi le rapport? Mais en même temps, je me disais, mes pauvres enfants, au pluriel, pas juste le mien, mais c'est tout ça pour un gars quand il décide de choisir. Je trouve que l'équité, oui, dans les deux sens, par exemple, j'aimerais ça que les jobs de filles, je parle pas salarial, c'est sûr, mais qu'on voit des secrétaires masculins. On en voit plein de femmes, mais pourquoi qu'on voit jamais de gars? Il n'y a pas de domaine où que les hommes se sont fait dire jamais tu as le droit d'aller là. Il y en a qui vont pas nécessairement parce que ça les intéresse pas ou on les éduque que c'est pas nécessairement fait pour eux, mais ils ont la possibilité d'y aller. Tandis qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller dans certains domaines. D'où l'importance de ces programmes-là. C'est at large. Les hommes ont plus de privilèges que les femmes à plein niveau, au niveau jusqu'à ce qu'il y ait au niveau sécuritaire, au niveau des emplois. Je pourrais en nommer plein, là. Quand on parle... Puis une femme blanche a plus de privilèges
qu'une femme racisée. Une femme blanche a plus de privilèges qu'une femme trans. Fait que il y en a là, des hommes qui vivent la pauvreté. On n'efface pas ça. Là. Il y en a des hommes qui vivent la violence. C'est pas ça qui... Quand on dit que les hommes, en général, ont plus de privilèges, on n'efface pas qu'est-ce que certaines réalités, qu'il y en a qui vivent des difficultés. C'est pas mettre la responsabilité sur un individu, c'est mettre la responsabilité sur un système. Les hommes seraient en crise. Il y aurait une crise de la masculinité chaque fois que des femmes ou des personnes de la diversité culturelle ou du spectre LGBTQ2IA+, prennent un minimum de déploiement d'espace. Donc, oui, je pense que autant quand les femmes ont commencé à aller sur le marché du travail, que comme moindre... Je pense que la masculinité est très fragile là, dans la perte de ses pouvoirs. Pour moi, le féminisme, c'est une mise en balance des pouvoirs. Puis, nécessairement, il faut que quelqu'un, quelque part, en perde pour qu'il y ait une remise en balance. Oui, c'est provoquant. Oui, c'est désagréable. Mais pour qu'il y ait cette mise en balance-là, c'est nécessaire, selon moi. C'est normal de faire comme, regarde, je suis écœuré d'être écrasé, je parle fort, je prends de la place, j'existe. Tu sais, je veux dire, les gens veulent exister. Puis à un moment donné, si tu renies l'existence de quelqu'un, c'est vraiment violent. Les gens qui sont dans des situations qui sont justement plus vulnérables, plus marginalisés, ben ils prennent de la place. Ils prennent la place qui leur revient. Nous, on a la malchance de vivre en Amérique du Nord. Les modèles masculins qui nous sont définis, bien, c'est tous des Rambo, c'est tous des Conan de barbares. Mais je pense que c'est aux hommes de se dire, OK, quelle sorte de masculinité qu'on veut aujourd'hui? OK? Les femmes peuvent nous dire, nous, on veut ça. Les gens de la communauté, etc., nous disent, on aimerait ça. Les hommes aussi, il faut qu'ils se regardent, il faut qu'ils se repositionnent, mais c'est pour ça qu'il y a une crise au niveau de la masculinité, parce que les gars, on est en train de se redéfinir. J'ai rien à voir avec mon père. Tu n'as pas la même vision de ton père au niveau de la féminité. Absolument. Absolument. J'imagine que ta vision à toi est plus ouverte. Bien, j'espère. Non, mais dans le sens... Je le souhaite. Donc, c'est positif. Oui, c'est positif dans le sens que... Mais c'est pas une... mais de dire qu'il y a une crise, c'est ça? Oui, mais la crise... Oui, mais tu sais, comme c'est dans n'importe quoi, tu sais, il y a une pression, une situation de crise va faire qu'à un moment donné, tu es dans une position de mal-être. Mais effectivement, ça bouscule. Puis effectivement, ça va venir nous chercher. Puis effectivement, tiens, comme dans n'importe quoi, on va retenir le propos des radicaux. Puis je pense que le mouvement féminisme, comme n'importe quel autre mouvement, n'y échappe pas à ça. Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus. Moi, je pense entre autres à des amis qui ont été, des amis femmes qui ont été des militantes de longue date, qui ne se reconnaissent plus dans le propre mouvement. Je vais parler des gens de ma génération où on était side by side pour le droit à l'avortement, pour le droit à la reconnaissance des droits des gays, lesbiennes, etc. Donc, tout ce qui était dans le courant des années 80-90, etc. On est parti d'un féminisme, oui, revendicateur, mais aussi qui faisait qu'écoute, on a besoin des gars, OK? À un féminisme où tous les gars se font pointer pour tout ce qu'ils ont, tout ce qui va mal dans la société. Puis de l'autre bord, tu as quelqu'un qui va dire, ben non, tu es un homme, tu es fort, tu es capable, puis tu es bon, puis la solution est là. Ben le discours est séducteur, mais parce que d'un bord, tu passes ton temps de faire critiquer, ça se peut-tu que tu vas prêter plus attention à celui qui va te flatter à bédaine plutôt que celui qui va te donner un coup de pied dans le derrière. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. Moi, je pense que c'est important de dire ce qu'on pense, mais c'est toujours dans la façon, évidemment, qu'on le dit. Oui, définitivement, on va se censurer, mais on va aussi choisir nos combats. Il y a des gens avec qui on sait que si on va parler de telle chose, puis on va sur tel track, on va choisir tel mot, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Il y a des gens avec qui que je discute. T'sais, cette personne-là, as-tu vraiment envie d'entendre mon point de vue? T'sais, elle me partage quelque chose. Ai-je vraiment besoin de donner mon point de vue? Non, pas nécessaire. T'sais, je vais me censurer à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est pas toujours nécessaire de dire ce qu'on pense tout le temps. Est-ce que la personne est réceptive ou non? Puis moi aussi, longtemps, j'étais comme... J'ai longtemps été sur la défensive ou sur l'attaque. C'était un beau défi, je trouve, pour moi, d'être ici puis d'être capable de nommer mes perceptions et tout. Là. Donc, c'était intéressant aussi de pouvoir confronter aussi mes points de vue à la diversité des opinions.